La question qu'on peut poser, votre président a bien résumé la situation par rapport aux Français. Quand on reste à Sept-Îles ou à Rouyn-Noranda, le français au Québec, ça fait pas de doute, puis notre environnement est 101% francophone, puis ça va de soi, puis c'est normal que ça soit comme ça. Mais quand on arrive à Montréal, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a glissé. On nous avait dit, la presse et le Parti libéral nous endormaient avec des statistiques tordues en disant qu'il y avait une paix linguistique puis que le problème linguistique était réglé une fois pour toutes au Québec. Il ne sera jamais réglé, le problème linguistique, jamais, jamais, parce qu'il y a des forces démographiques qui nous disent que si on n'est pas vigilant, on va disparaître, c'est clair. Imaginez le latin, qui est une langue qui a déjà été aussi puissante que l'anglais. Il y a juste Bernard Landry qui parle le latin maintenant. Donc, les langues vivent, naissent et meurent. Et si, à plus forte raison, dans un contexte minoritaire, si on ne reste pas vigilant, puis on ne se donne pas des balises, c'est fini. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi ça vaut encore la peine de continuer à parler français en 2009 au Québec? Parce que si on regarde d'un point de vue historique, à partir de la conquête, il y a une volonté très claire du pouvoir politique britannique d'éradiquer cette langue-là, de la faire disparaître pour que ce soit plus simple, pour que les citoyens britanniques, les nouveaux citoyens britanniques, soient comme les autres citoyens de l'Empire, c'est-à-dire protestants et anglais. Maintenant, ça n'a pas fonctionné. Le rapport de Rham aussi préconisait l'assimilation. L'acte d'union qui a suivi le rapport de Rham en 1840 interdisait la langue française au Parlement du Canada. Et ça n'a pas été respecté parce qu'il y a nos ancêtres québécois ont dit ben moi, c'est ma langue, puis on était ici avant vous autres, puis on va continuer de parler notre langue. Mais dans un sens, ce serait beaucoup plus simple, effectivement, d'un point de vue nord-américain, si on se mettait au diapason du monde, en fait. Si on décidait de parler anglais, si on faisait un choix collectif social de parler anglais, on envoie tous nos enfants à l'école anglaise, en 2 générations, c'est fini. On parle anglais, on n'a plus besoin de traduire au Canada. Là, on comprend parfaitement les niaiseries des conservateurs de l'Ouest. Puis on est intégré, disons, culturellement à un ensemble plus grand, puis on parle la langue des conquérants du monde. Il me semble que ça pourrait être plus simple. Puis effectivement, ça serait plus simple. Est-ce que ça vaudrait la peine? Est-ce que ça serait la meilleure chose pour nous? Évidemment, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Parce que une langue, c'est pas seulement pour se commander des chips au dépanneur. Une langue, ça sous-tend une pensée et une façon de voir le monde qui est différente. Puis ça, sur la planète Terre, on a avantage à ce qu'il y ait une multiplicité de points de vue. Ça enrichit notre planète. De la même façon que, d'un point de vue au niveau de la diversité biologique, notre planète serait appauvrie s'il n'y avait sur notre planète que des bergers allemands et des pissenlits. On aurait une planète beaucoup plus pauvre. Mais en fonction de différents écosystèmes, la flore et la faune sont adaptées, sont diversifiées, et tout ça est en équilibre. Et à chaque fois qu'il y a une langue qui meurt dans le monde, bien, c'est une culture et c'est un point de vue du monde qui disparaît, et ça appauvrit collectivement l'ensemble de la planète. Par exemple, au Québec, il y a les Naskapis, qui sont une nation amérindienne. Ils sont 700, les Naskapis. Ils sont les seuls dans tout le système solaire à parler la langue Naskapi. Les jeunes ne la parlent plus, évidemment. Et donc, quand cette langue-là va disparaître, bien, le point de vue, la façon de voir le monde des Naskapis va disparaître. Et collectivement, nous allons être appauvris par rapport à ça. De la même façon qu'on est responsable, nous, au Québec et au Canada, en fonction de diverses conventions à l'ONU, de protéger certaines espèces qui habitent dans notre territoire. Par exemple, l'ours polaire, le harfang des neiges. Nous avons, envers l'humanité, l'obligation de protéger ces espèces-là parce que si elles disparaissent de notre territoire, elles disparaissent de la planète. Puis, à moins qu'on soit dans Jurassic Park, une fois qu'une espèce est disparue, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Ici, avant, quand les Européens sont débarqués, il y avait un oiseau qui s'appelait la tourte, qui est une espèce de grosse dinde qui était chassée facilement à coups de bâton parce qu'il ne pouvait pas voler. Puis ça goûtait le poulet, puis c'était bien bon, semble-t-il. Fait que les Européens sont débarqués, ils ont chassé ça rapidement, tellement que la tourte est disparue, puis on ne peut plus en manger. Il ne reste de la tourte que le plat qu'on en faisait, la tourtière.
Puis maintenant, on fait la tourtière avec du bœuf puis du porc. On ne saura jamais, nous, ce que goûte la tourte parce que c'est disparu, ça n'existe plus, puis c'est juste ici qu'il y en avait. Donc, par rapport aux langues, c'est un peu la même chose. Nous avons aussi le devoir envers l'humanité de préserver la langue française en Amérique parce que nous, comme Américains, comme Nord-Américains, sans faire du Elvis Gratton, nous sommes les seuls Nord-Américains qui pensons, concevons et parlons l'Amérique en français. Et ça rend les choses, ça nous rend différents. Si vous êtes déjà allé en France, on parle peut-être la même langue, évidemment avec certains mots qui diffèrent et certains accents, mais la structure on se comprend quand même, la construction est la même. Même chose avec un Sénégalais. Mais vous comprenez qu'on n'a pas la même culture, absolument pas. Nous, on est, d'un point de vue culturel, beaucoup plus près des gens de New York. On a le même rapport à l'espace, au temps, au travail, aux relations humaines qu'avec un Français de Paris, par exemple. Et donc, ça fait de nous les seuls francophones du monde à être capables de comprendre et d'expliquer l'Amérique en français. Puis ça, je vous donne un exemple un peu bête. Si on voit des films américains qui sont doublés en France, puis il est question de baseball dans le film, bien, les Français, ils ne jouent pas au baseball. Donc, ils ne comprennent absolument pas ce jeu-là. Et quand ils traduisent les termes du baseball, ça donne quelque chose comme il est à la batte et frappe un home run. Et c'est comme ça ne veut rien dire. Ce qu'ils disent, ça ne veut rien dire parce qu'ils ne traduisent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Nous, on joue au baseball parce qu'on est nord-américain, peut-être un peu moins depuis le départ des expos, mais c'est un jeu qu'on comprend, qu'on connaît, puis on est les seuls francophones à l'avoir codifié en français. Donc, le baseball, on peut l'expliquer en français à des Sénégalais, à des Marocains, à des Belges, à des Suisses, parce que nous, on sait comment ça marche. Puis, mettons, par rapport à l'hiver, c'est un peu la même chose. Au Sénégal, il n'y a pas de neige. Donc, évidemment, la poudrerie, des tucs, des mitaines, ça ne veut rien dire. Mais nous, on invente des mots en fonction de notre réalité, comme le frasile, par exemple, cette espèce de slotch qui est de la glace liquide entre la couche de glace puis la rivière. C'est un mot que le Québec a inventé. Puis d'ailleurs, le Québec est une forge de mots très, très riche et très active depuis longtemps à part de ça. Quand on a construit les barrages hydroélectriques dans les années 70 et 80 dans la baie James, il fallait qu'on invente tout. Il fallait qu'on invente les structures architecturales des barrages, des matériaux qui résistent au froid, mais il fallait aussi qu'on invente, qu'on forme les ingénieurs, donc on les a formés ici, et qu'on invente la terminologie en français. Donc on n'a pas simplement inventé une réalité. Et vous savez qu'on est les meilleurs constructeurs de barrages au monde. On est des vrais castors. Là. Je veux dire, l'expertise d'Hydro-Québec est reconnue jusqu'en Chine. Là. Partout au monde, on reconnaît cette expertise-là. Et donc, non seulement on est bon pour couler du béton, mais en plus, on a nommé l'ensemble de toutes les composantes du réseau hydroélectrique québécois. Les nouvelles pièces qu'on inventait, on inventait aussi leur nom en même temps. Et donc, on a fourni à toute la francophonie. Maintenant, au Sénégal, quand ils construisent un barrage, ils prennent le vocabulaire qu'on a inventé ici, parce que c'est nous autres qui l'avons fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, la France doit être fustigée parce qu'elle n'invente plus de mots en français, la France. Et ils traduisent maladroitement des mots en anglais, et puis ils sont pathétiques. Moi, je leur dis, je vous le dis, puis je leur dirai en pleine face, ils ont abandonné la création de nouveaux mots en français. Et il y a juste à nous autres que ça incombe. Si vous ouvrez les nouveaux dictionnaires, ils vous disent, cette année, dans le dictionnaire, il y a 80 nouveaux mots. Bien, il y en a peut-être 60 qui c'est des mots en anglais. Des nouveaux mots technologiques, par exemple. Or, une langue qui n'est plus capable de nommer la nouvelle réalité est une langue qui est condamnée à mourir nécessairement. Si la langue française, c'est juste bon à nommer des parties d'un château fort ou d'un bateau à voile, évidemment, à l'heure d'Internet, puis de la communication, puis des nouvelles réalités, le français va disparaître, c'est sûr. Le français, il va continuer de vivre comme n'importe quelle autre langue s'il est capable d'être ancré dans la modernité, dans l'instant présent, puis d'être capable de fournir aux gens qui le parlent un système de référence pour être ancré dans le monde. Si c'est juste pour parler à notre grand-mère des affaires qu'on faisait en 1930, ça ne donne plus rien de parler français. Donc, par rapport